Regard, hagard, abasourdi, désorienté, difficile pour Mamadou de retrouver ses repères habituels. Le natif du quartier Liberté 5 est complètement assommé, dépassé par la situation actuelle. Un décor carrément métamorphosé. Mamadou avait l'habitude de fréquenter cette plage durant sa tendre enfance. Une plage qu'on appelait communément la piscine. Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme qu'il constate les dégâts. C'est avec désolation que j'ai retrouvé ces lieux. Donc, dans notre plus jeune tendre enfance, nous avions l'habitude de venir nous baigner ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait ce qu'on appelait une piscine qui était configurée de manière naturelle et qui nous permettrait de venir nous baigner, apprendre nos jeunes à se baigner. Maintenant, ce n'est plus possible parce que ça a fait l'objet, comme vous le voyez, d'une appropriation privée. Une appropriation privée au détriment de la grande masse. Avec comme seul objectif, réaliser un projet sans se soucier des préjudices environnementaux. Pour la réalisation de ces constructions, le promoteur a creusé jusqu'à une profondeur de 60 à 70 mètres, doublé d'un mur de protection, un mur construit pour être à l'abri des regards. Mais exactement, ce mur n'a jamais existé. À partir de la chaussée, on avait la latitude d'avoir un aperçu, une vue sur la mer, une vue agréable sur la mer. Ce mur a été érigé probablement pour cacher les constructions qui ont été édifiées. Avant, la distance entre la plage et là où les remblais ont été faits, c'était une distance d'à peu près 100 mètres. Donc on avait vraiment le loisir et l'habitude d'y venir et passer quelques agréables moments. Maintenant, c'est avec regret que nous constatons que ce n'est plus le cas. À quelques mètres d'ici, nous découvrons le site des Mamelles. Un lieu qui fend le cœur de ceux qui avaient l'habitude de fréquenter la plage. Les raisons les voici. Ces deux grandes bâtisses qui ont fini de dicter leurs lois sur les populations locales. C'est dans les années 90-2000 qu'ils ont commencé à construire, à occuper l'espace. Après, ils ont agrandi. Et le deuxième bâtiment que vous voyez derrière moi est un bâtiment aussi qui est tout récent et appartenant aussi à une seule et unique personne. Nous sommes ici là sur un site hautement symbolique et hautement très important pour le village de Ouakam, mais aussi pour toute la collectivité Lébou. Ce site s'appelle Tefessoubir. C'est un site important pour la jeunesse. À part les sites rituels qui sont ici, il y a aussi, disons, c'était un lieu d'expression des jeunes qui venaient jouer ici au football. Cet espace, ce petit espace, était grand comme un terrain de football avant. Une dimension d'un terrain de football réduit aujourd'hui à LN2. Cette mousse de couleur ocre renseigne sur la présence d'un corps étranger. C'est le résultat des roches utilisées pour remblayer la plage, une situation qui n'est pas exempte de conséquences. Les cabanes qui meublaient les décors à l'époque ont presque disparu. dafa nekkoon géej boo xamante ne si côte bi moo dàq ci géej yëpp touristes yu bëri ak ñun suñuy mbokk yi ñëpp fi leen daan wàcc di féexlu ak paaye maire yi léegi dem na ba nga xamante ne amatul accès bon yàq nañ géej gi yàq ko boo xamante ne xeer yi ni gis nii sama ginnaaw masu fi nekk xeer yi dañ ko protéger pour voile bii nii pour bâtiment bi ma tiim nii. Ce que nous voulons est qu'on nous rende nos espaces, qu'on nous rende notre environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que des jeunes de Ouakam avaient initié une promenade des Ouakamois, ici dans les environs, juste pour avoir des zones de relax, des zones où ils peuvent, disons, déstresser. Parce qu'ils nous ont tout pris, et Ouakam, Ngor et Yoff sont devenus que des concessions, des maisons où on ne peut que dormir et après sortir. Donc ce que nous voulons est que l'État, nous magnifions d'ailleurs la décision qu'ils ont prise d'interdire la construction sur le littoral, mais nous leur demandons d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de récupérer ces espaces et de les rendre à la population. Parce que nous avons besoin de lieux d'expression, nous avons besoin aussi d'avoir accès à la mer et aux plages.
À quelques jets de pierre, le phare des Mamelles, un patrimoine menacé. Au pied du phare, des excavations visibles de loin. De petites excavations parce qu'il y a une communauté étrangère qui récupère des rochers qui sont devenus un peu spongieux. Donc, ils le récupèrent pour le vendre. Donc, c'est une exploitation clandestine, mais qui fait s'effacer le phare progressivement. Mais la corniche ouest de Dakar n'est pas le seul lieu concerné par ce phénomène. La bande des Filaos sur la voie de dégagement nord n'a pas échappé à l'action anthropique. Suite au décret de déclassement signé par le président Macky Sall en avril 2023, la bande des Filaos de Guédiawaye est presque rayée de la carte. Ce n'est qu'une suite dans le long processus de déclassement de cette bande des Filaos, puisqu'à l'heure où nous vous parlons, nous avons à notre connaissance au moins 3 décrets de déclassement de cet espace-là. En tant qu'association environnementale, de justice environnementale en particulier, nous considérons que c'est abusé, puisque cette bande des Filaos créée à Dakar dans les années 1947 est petit à petit mise à mort par les autorités étatiques sans aucune considération de ses aspects, de son rôle écologique et de son rôle social dans la localité. À cela s'ajoute le fait que nous considérons que dans ce contexte de changement climatique, vouloir déclasser pour des simples, en tout cas pour des raisons d'intérêt privé, constitue pour nous un sacrilège, d'autant plus que le Sénégal est signataire de conventions au niveau international qui luttent contre la déforestation. Le déclassement concerne une superficie de 826 hectares avec des conséquences immédiates. Un écosystème qui servait de barrière naturelle de protection contre l'envahissement des sables dunaires, de l'érosion côtière ou même des embruns marins n'existe plus. En raison de toutes ces conséquences, l'association Action pour la justice environnementale a introduit un recours pour excès de pouvoir. Visant l'annulation du décret de déclassement de cet espace. Et en avril, on l'a introduit en juin 2023. Ce n'est qu'en 2024 que le juge a statué sur notre recours. Ce n'est pas notre premier recours. Il y a eu un premier décret en 2021 que nous avons attaqué auprès de la Cour suprême, mais malheureusement la Cour suprême a rejeté notre requête. Ça, là, c'est une deuxième requête. Et il y a somme toute une avancée selon laquelle le juge, pour cette fois-ci, a décidé de prendre son temps pour instruire l'affaire. Donc, ce qui veut dire que le juge lui accorde un certain intérêt, une certaine importance. Maintenant, sur l'issue, on peut en douter puisque déjà beaucoup de choses ont déjà été faites sur cet espace. Vous voyez déjà des particuliers se sont appropriés de l'espace et ont déjà commencé à démarrer leur construction. Et nous avons vu que le président de la République a suspendu les travaux, mais nous n'avons pas encore connaissance de l'issue, en tout cas des travaux du comité ad hoc institué, en tout cas sur les questions du littoral. Instruire une affaire qui risque de faire couler beaucoup de salive. Preuve par l'exemple, le collectif de la cité Chérif Abdoulaye Thiawlaye. Un collectif qui regroupe plus de 3500 familles ayant demandé le déclassement du site. On a sollicité un déclassement sur la base de cette demande de déclassement. Le président a à nouveau instruit 3 ministères. Le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Urbanisme. Parce que sur la même lettre de demande de déclassement, on a sollicité aussi un encadrement, n'est-ce pas, pour l'organisation, n'est-ce pas, de nos lotissements. Okay. Le président a instruit ces 3 ministres. On était le 4 janvier, il a répondu, on a reçu la lettre le 21 février. Okay. Et à notre grande surprise, en avril, le 5 avril précisément, on constate un décret signé par les 3 ministres dont j'ai cité tout à l'heure, pour préparer le déclassement de la zone. Encore une deuxième surprise, on constate que aucun parmi ces collectifs ne figure sur le PUD. Okay. C'est ce qui a constitué notre inquiétude. Une inquiétude qui les a poussés à saisir les nouvelles autorités pour être rétablis dans leur tour. Juste après les élections, c'est-à-dire on avait élaboré le document
on n'a même pas changé la date. C'était daté le 21 mars, à 3 ou 4 jours des élections. On a conservé la même lettre, avec la même documentation. Nous l'avons déposée auprès du président de la République. Nous avons également produit d'autres lettres déposées chez le Premier ministre. Nous saluons cette décision parce qu'actuellement, nous sommes clairement soulagés en attendant que l'essentiel soit fait. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'abord l'attribution individuelle de chaque propriétaire qui est déjà identifié. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des promoteurs. L'essentiel des personnes ou bien des sociétés attributaires sur le PUD, c'est des sociétés immobilières. Ok. Alors donc, que vous avez bien acheté vos terrains. Notre objectif, c'est de loger nos familles. Une situation difficile qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Impossible cependant pour ceux qui se considèrent comme les ayants droits légaux de commencer des constructions. Ces terrains, je les ai acquis en 2014. Mais depuis lors, personne ne peut construire. Si on vient poser une brique, la DSCOS vient nous dire arrêtez. Arrêtez parce que vous êtes en train de construire sur un bien d'autrui. C'est beaucoup de promoteurs qui nous envahissent et qui viennent nous dire qu'ils sont les propriétaires de ces parcelles. Le littoral fait aujourd'hui l'objet de nombreuses convoitises. Pourtant, les règles de construction sont bien claires et doivent être respectées pour assurer une qualité de vie aux populations. Si on se rappelle de Dakar, les gens qui avaient le bon souvenir, que ce soit dans les quartiers de la Médina, que ce soit dans les quartiers des Almadies, ils vous disent, voilà, on sentait la brise marine jusqu'à loin derrière. Aujourd'hui, on n'a pas cette brise marine-là qui constitue en fait un facteur de renouvellement d'air interne. Parce qu'on a des îlots, on a des bâtiments qui sont éparpillés ou bien qui sont bien arrangés dans un quartier. Et il y a un facteur de renouvellement d'air qui fait que les pollutions sont remplacées, qu'il y a un air frais, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si on construit une barrière en façade maritime qui va empêcher ce renouvellement d'air, forcément, il y a un problème de santé publique qui se pose. Et de plus en plus, on se rend compte avec la météo, avec les données qu'ils donnent à chaque fois, que le degré de pollution ne cesse d'augmenter. Ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est aussi notre manière d'occuper le littoral. C'est aussi notre manière de voir quel facteur, combien on a un facteur de renouvellement d'air vis-à-vis de ce qu'on avait avant. C'est d'ailleurs ce qui explique les mesures conservatoires prises par le Premier ministre. Des mesures relatives à la suspension des travaux sur le littoral pour une durée de 2 mois. Depuis des années, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol DSCOS ne cesse d'intervenir sur le terrain. Déjà en 2002, il faut constater que c'est commande de l'autorité, les chantiers en cours étaient arrêtés. D'abord. Ensuite, on a constaté un gel de toutes les activités sur le littoral. En 2016, la DSCOS est descendue pour arrêter tous les chantiers. On avait dénombré une vingtaine. En 2020, avec vous, également, la DSCOS est descendue. Et plus de 35 chantiers ont été arrêtés. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous en sommes à plus de 150 chantiers arrêtés. Cela veut dire qu'on constate une ruée massive vers l'occupation du littoral. Et si on y prend garde, cela veut dire simplement, si on voit la chronologie des actions et des faits, on peut estimer malheureusement qu'en 2030, les rares couloirs et les rares plages qui restent seront entièrement occupés et la vue sur la mer et l'accès à la mer seront quasi impossibles. Une situation catastrophique à laquelle il faut trouver des solutions durables. On fait le maximum, comme on atteste le site là où on est aujourd'hui.
Depuis plus de 5 ans, ce site est sous notre collimateur, sous surveillance stricte de la DSCOS. Et ce n'est pas le seul site aujourd'hui où on a marqué site surveillé par la DSCOS pour décourager d'abord les dépôts de gravats, mais ensuite décourager ceux qui seraient tentés d'acheter une parcelle dans ces zones. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement qu'on donne un coup d'arrêt à ces occupations. Rendre d'abord les accès à la plage faciles. Les plages qui sont aujourd'hui occupées et qu'on peut restaurer, il faut impérativement aller vers cette restauration et de manière curative, immédiate et rapide. Et in fine, renforcer les lois afin que les gens ne puissent plus disposer de documents administratifs ou bien de titres leur permettant de justifier leur occupation. Le virage est l'une des rares plages à ne pas être occupée par les démons du littoral. Une plage à sauvegarder à tout prix. Bon, on est content, on est tellement content parce que on a un petit peu de la force parce que c'est la DSCOS qui nous a donné un petit peu de force pour donner la mobilisation des gens qui sont au virage, de protéger l'espace qui reste ici à Dakar. Donc je demande à l'État de nous donner un coup de main parce qu'on peut dire que ça reste que juste une seule plage qu'il y a de l'espace et c'est cette place de virage-là. Mais pourquoi ne pas appliquer la loi dans toute sa rigueur? Car les dispositions de la loi numéro 66 du 2 juillet 1976, portant notamment code du domaine de l'État, sont bien précises. Notamment en ses articles 5 et 19. L'article 5 définit ce qui constitue le littoral, on peut dire le domaine public maritime. C'est une zone de 100 mètres à partir de la limite immédiate de la plus forte marée, des vagues de la plus forte marée. Donc si vous mesurez ici à partir de 100 mètres, nous sommes carrément sur la chaussée. C'est un principe que le domaine public maritime ne peut supporter que des constructions démontables. Un principe, mais pas une règle. C'est un principe qu'on ne peut avoir sur le domaine public maritime que des droits précaires. Principe, mais pas une règle. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une dérogation apportée par le Code du domaine de l'État lui-même, qui offre la possibilité au président de la République, par décret, de pouvoir déclasser des dépendances du domaine public maritime. De les déclasser, donc de les faire sortir du périmètre du domaine public pour les amener dans son domaine privé. Parce que l'État a un domaine organisé par la loi de 1976, subdivisé en 2 sous-domaines. Un domaine public de l'État et un domaine privé de l'État. Le domaine public maritime est dans le domaine public de l'État. Maintenant, quand le président de la République, par décret, déclasse, donc fait sortir le bien du domaine public, il va l'intégrer dans le domaine privé de l'État. Et quand le bien entre dans le domaine privé de l'État, plus particulièrement dans le domaine privé non affecté de l'État, l'État a la possibilité d'y accorder des baux qui donnent un droit réel, l'amphithéose. L'État a la possibilité d'y accorder des concessions de droits de superficie. L'État a la possibilité même de les vendre, même si nous savons que par rapport à la vente d'un immeuble par l'État, il faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, le premier problème, c'est ça. La loi de 1976 par rapport au domaine public, vérifier s'il y a un déclassement. S'il n'y a pas de déclassement, c'est les principes du domaine public qui s'appliquent. On ne tolérera pas des constructions en dur, le droit sera précaire, entre autres. Mais s'il y a un déclassement, ne soyons pas surpris de rencontrer des personnes titulaires de droits de propriété ou bien de l'amphithéose. C'est ça le débat du déclassement. Parce que le Code du domaine de l'État nous parle des 100 pas géométriques. On peut les déclasser. Et quand on les déclasse, on peut y accorder des droits réels. Donc là-bas, le débat portera sur l'existence ou non d'un déclassement. Et parce que ce sera par rapport au déclassement que certains droits pourront y être accordés ou pas. Et si des personnes y ont des droits réels, on ne saurait y toucher qu'après indemnisation. Alors, comment apprécier cependant ces suspensions provisoires des constructions sur le littoral? Mieux, quelles sont les conséquences d'une telle décision? Sur le plan de la légalité, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, j'ai un problème par rapport à l'opportunité de la décision. Elle est bonne.
Mais je pense qu'on pouvait aboutir au même résultat sans avoir à suspendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La suspension, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. C'est des temporaires qui travaillaient là-bas, c'est des locations de matériel qu'on faisait là-bas. C'est une économie qui s'était développée là-bas. On pouvait arriver au même résultat, c'est-à-dire vérifier les titres sans suspendre. Surtout que le point de départ, c'est l'autorisation de construire, qui est accordée par la collectivité territoriale, après avis des ministères compétents. Deuxième élément, si on vérifie et qu'on se rend compte que celui qui construisait était en situation d'irrégularité, ce sera à lui de démolir à ses frais. Ou bien, s'il est démoli, ce sera aux frais de cette personne. Si on parvient à démontrer que c'est irrégulier, naturellement, on doit sanctionner. Mais cette irrégularité-là doit être prouvée. Et qu'on évite aussi que l'État se prévaut de sa propre turpitude. Pourquoi je le précise? C'est l'État qui accorde les baux. Et c'est l'État qui a désorganisé le régime des baux. Au Sénégal, la loi de 1976, c'est elle qui organisait la gestion du domaine de l'État, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, c'est l'État du Sénégal qui adopte un décret pour la mise en place de la délégation générale de la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose, des GPU. Lequel décret autorise la délégation à accorder des baux. À accorder des baux ordinaires, des baux amphithéotiques, concession de droits de superficie, sans avoir à respecter les exigences du Code du domaine de l'État. En 2018, le même État du Sénégal, par un décret, renforce les compétences de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, créée avec le décret de 2013. En 2018, on modifie l'article 2 du décret de 2013 pour permettre à cette agence d'accorder des baux. Même si après on dit que ça doit être approuvé par décret. Mais l'agence peut accorder des baux. Donc c'est l'État qui a désorganisé la procédure. Donc le même État, s'il revient pour vérifier la régularité, devra alors prouver qu'effectivement il y a irrégularité et attester de la culpabilité du bénéficiaire, du privé. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc s'il y a irrégularité, ça ne devrait pas suffire. Il faudrait prouver que le privé aussi n'a pas été de bonne foi. Et savoir que surtout par rapport à ces baux, par rapport à ces droits réels, que ça peut installer une insécurité juridique. Et je crois qu'on ne doit pas, d'une insécurité judiciaire qui a justifié tant de manifestations, atterrir sur une insécurité juridique. Mais une question taraude encore les esprits. L'autorisation de construire est naturellement délivrée par les services compétents de l'État en bonne et due forme. Alors, où se situent les responsabilités? Aux nouvelles autorités d'aller donc jusqu'au bout de leur logique pour sauver le littoral des griffes de ces démons.